Pour que ma prochaine vidéo ne soit pas trop longue sur essentiellement la démocratie en Afrique, euh, euh, je propose de prendre, je propose de prendre quelques minutes, une quinzaine de minutes, pour faire quelques commentaires sur le dernier sommet, le 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, et par là même faire euh, une réflexion euh, sur l'idée de l'unité africaine. L'idée de l'unité africaine. Quelle en est l'idée? Est-ce que nous en avons même une idée de l'unité africaine? Alors, cette unité ou union, enfin plutôt unité africaine, qu'on appellera donc panafricanisme, séduit beaucoup de monde, surtout aujourd'hui, comme étant cette unité de l'Afrique, comme étant la solution à tous les problèmes de l'Afrique, économiques, politiques, n'est-ce pas? Il suffit que l'Afrique... C'était aussi bien la conviction euh, de, de son père fondateur, si je peux dire, Kwame Nkrumah, qui en a été obsédé toute sa vie. L'idée de l'unité de l'Afrique était l'obsession, je dis bien, l'obsession de Kwame Nkrumah toute sa vie, en tant que président, comme après sa déchéance en 66. L'obsession de Kwame Nkrumah. Et c'est aussi cela qui l'a rendu aussi, paradoxalement, minoritaire au sein des États, parmi les États africains indépendants. Donc l'unité africaine passe pour la solution de tous les problèmes. C'est comme une évidence, c'est la solution miracle de, de tous les problèmes. Ce serait la solution miracle de tous les problèmes de l'Afrique. Et cela, même les panafricanistes les plus sincères, les plus sérieux, ben, y croient aussi, n'est-ce pas? Et moi aussi, j'y crois, mais pas à n'importe quel prix. Là encore, il s'agit, il faut bien trier. Hein. C'est le rôle, c'est un rôle là encore dévolu à l'intellectuel et au philosophe que je suis. C'est pas si évident que ça, que l'unité africaine soit la solution miracle à tous les problèmes de l'Afrique, du moins. Tant que, et comme cela a été jusqu'à présent, là encore, tant qu'on ne s'interroge pas sur l'idée même de cette unité, tant qu'on ne pose pas la question, mais c'est qui s'unit dans cette unité, ou union, si vous voulez? C'est qui? Qu'on ne dise pas que ce sont les États africains, bon, c'est évident. C'est pas... Mais c'est qui? La nature des personnes, enfin la nature, non pas la nature, comment on va dire ça? Euh, oui, la nature politique, c'est ça. La nature politique et idéologique des personnes qui s'unissent en Afrique, des États qui s'unissent en Afrique. Des voleurs peuvent aussi s'unir, des corrompus, des dictateurs s'unissent aussi, n'est-ce pas? C'est ce que je disais la dernière fois. L'alliance des dictateurs du Sahel est bien, comme le nom l'indique, une alliance, une sorte, oui, d'union, hein, de rapprochement euh, entre ces trois dictateurs, qui, encore une fois, ne représentent pas leurs États, puisque leurs peuples ne les ont pas mandatés pour ça. Et ils ne sont même pas venus au pouvoir par leur peuple.
par la volonté de leur peuple. Donc ils ne sont pas représentatifs de ces peuples. Ils sont représentatifs de leur seule euh, imagination et de leur seul désir. Et donc, la question de l'unité, c'est pas. Il faut savoir, il faut bien distinguer qui c'est qui s'unit, qui compose l'union ou l'unité. C'est l'unité de l'Afrique, c'est l'unité des dictateurs, de prédateurs du pouvoir. Qu'est-ce que l'Afrique? Qu'est-ce qui va résoudre les problèmes de l'Afrique? Pardon. Qu'est-ce qui résoudra les problèmes de l'Afrique si l'Afrique s'unit entre dictateurs? Si tous les dirigeants africains sont des dictateurs. Hein? Et c'est ce que veut l'ADS, l'Alliance des dictateurs du Sahel. Que tout le monde soit comme eux, passe par des coups d'État, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Donc moi, je ne suis pas un panafricaniste bête, vous voyez. Il ne suffit pas de brandir le panafricanisme sans s'interroger sur la nature de l'unité de l'Afrique, l'unité politique des États de l'Afrique, qui, encore une fois, était l'obsession par excellence. S'il y a quelqu'un en Afrique, un dirigeant africain qui en était obsédé, c'est bien Kwame Nkrumah, jusqu'à sa mort. Imaginez, deuxièmement, imaginez l'Europe, l'Union européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais imaginons cette union pendant la guerre froide entre les États européens de l'Est et ceux de l'Ouest. Je dis bien pendant la guerre froide. Imaginez l'Europe s'unir. Imaginez une Union européenne entre ces États, juste sur la base de l'appartenance géographique, sur la seule base qu'ils sont tous situés en Europe. Imaginez 2 secondes. Cela n'aurait jamais marché. Il faut d'autres principes. Il faut un autre principe. Il faut une idée différente. Il faut un lien fédérateur différent de celui de l'appartenance territoriale et géographique. N'est-ce pas? Or, c'est exactement ou à peu près ce qui s'est passé, ce qui se passe en Afrique. Quand on parle de l'unité africaine, de l'OUA, ensuite, aujourd'hui, depuis 2002, n'est-ce pas? Depuis la conférence de Durban en 2002, de la création de l'Union africaine, après l'OUA. C'est exactement ce qui se passe. La dite Union africaine, OUA d'abord, Organisation de l'unité africaine, créée en 1963, en pleine guerre froide, là aussi, donc devenue en 2002 l'Union africaine, donc après la guerre froide. On pensait par là changer quelque chose, mais en réalité, sur le fond, rien n'a changé. Il aurait fallu, selon moi, dissoudre l'OUA et cette idée mal conçue de l'Union africaine pour repartir à zéro, selon moi. Parce que le contexte était différent, était devenu différent. Et en 2000 déjà, en 2002 déjà, on avait suffisamment connu ce qui se passait en Afrique sur le plan politique pour pouvoir repartir à zéro. Et non pas poursuivre dans la foulée de l'OUA. Changer de nom n'a pas changé, ne change rien. Ne change rien au problème de l'unité, de l'idée de l'unité de l'Afrique. Donc, l'Union africaine, l'OUA, puis l'Union africaine, semble avoir pour seul principe, le critère géographique territorial. Rien d'autre. Et d'ailleurs, je fais remarquer que
toutes les, toutes les unités africaines, toutes les unions africaines sont territoriales, se font sur la base euh, du territoire. Les organisations régionales. Vous prenez en Afrique de l'Est l'ISI, la communauté, la CAE en français, la communauté de l'Afrique de l'Est, hein, qui a été créée essentiellement par les trois pays principaux que sont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Vous prenez évidemment la CEDEAO dont je parlais la dernière fois, une organisation régionale. Vous prenez la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. C'est sur le même principe. Ce sont des organisations basées essentiellement sur la proximité territoriale. On me dira, mais bien sûr, on ne peut pas faire autrement. N'est-ce pas? Mais l'inconvénient de ces organisations territoriales, ou les inconvénients de ces organisations territoriales, sont les suivants. Je prends l'exemple de la CAE, la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment les trois pays que je viens de citer, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, qui ont l'avantage d'avoir une langue africaine commune, le Swahili ou le Kiswahili, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas sur cette base-là qu'ils se sont unis. C'est pas ça, c'est pas sur une base culturelle. Ils ont, sur le plan monétaire, ils ont tous le shilling. Mais, même à l'intérieur du shilling, ils n'ont pas le même shilling. Le shilling ougandais n'est pas, c'est le plus faible, n'est pas le shilling tanzanien, le deuxième plus fort, et le plus fort étant le shilling kenyan. Vous voyez? Là encore, il y a, dans l'union même, il y a disparité, il y a, on ne s'unit toujours pas. Bon, pourquoi cela est possible? C'est pas, je reviendrai la prochaine fois, mais cela n'est pas exclu. Hein, que l'union ne veut pas dire uniformité, en effet. Mais pourquoi s'unir, voyez? Pourquoi s'unir sur une base qui crée? Pourquoi plutôt ne pas s'unir sur des bases qui font l'union et non pas des différences? Pourquoi n'y aurait-il pas, s'il faut garder le shilling, un seul shilling pour les trois pays? Voyez? Au moins, on le reproche à l'Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO, d'avoir essentiellement le franc CFA. Hein, même si les pays anglophones, le Ghana et le Nigeria, ne l'ont pas, n'est-ce pas? Mais il y a, dans l'Afrique francophone, dite francophone, enfin l'Afrique de colonisation française, une homogénéité sur ce plan-là. Mais on sait très bien, ça c'est autre chose, que le but du CFA, ce n'est pas de créer de l'unité, n'est-ce pas? Ce n'est pas de créer de l'unité, encore moins une unité qui serait africaine. Ça, on le sait. Donc, bref, les unités en Afrique, les unités africaines, régionales, sont territoriales, géographiques, de voisinage. Le deuxième inconvénient de ça, c'est quoi? C'est que ces unités, en étant seulement de voisinage, ferment les populations africaines, les unes sur les autres. Qu'est-ce que les Africains de l'Est savent des réalités des Africains de l'Ouest et vice-versa? Qu'est-ce que les Africains de l'Afrique de l'Ouest savent des Africains de l'Afrique de l'Est et du Sud, par exemple, enfin de l'Afrique australe, pas du pays Afrique du Sud, mais du sud de l'Afrique, par exemple,
Et qu'est-ce que les habitants de l'Afrique du Sud, de l'Afrique, savent même de, ceux de l'Afrique centrale et de l'Est. Quand on dépasse le strict principe du voisinage. Troisièmement, ces relations de voisinage pourraient se passer d'une organisation, et notamment aussi de l'unité africaine, de l'Union africaine, de l'organisation euh, Union africaine. Pourquoi? Puisque ces, ces unités de proximité ne se font pas pour l'unité africaine, pour l'unité des États, ou à cause euh, de l'union tant rêvée des États de l'Afrique par Kwame Nkrumah. Évidemment que non. Ces relations de voisinage, qui sont des relations essentiellement commerciales et économiques, sont commandées, il faut le dire, par l'économie monde, qui exige de s'ouvrir, d'échanger, de toute façon. Sans ces organisations, sans la CEDEAO, les États voisins les uns des autres en Afrique de l'Ouest auraient été obligés, de toute façon, de coopérer, enfin d'échanger sur le plan commercial et économique, de toute façon. Et encore une fois, cette exigence, cette nécessité est liée au capitalisme mondial. Au fond, donc, ce qui unit les États dans ces organisations territoriales régionales, ce n'est pas l'Union africaine. Je dis aussi bien l'organisation qui s'appelle Union africaine que l'idée de Kwame Nkrumah de, de l'unité des États de l'Afrique. Pas du tout. C'est un autre élément, une puissance extérieure qui est tout simplement l'économie monde, hein, qui exige des échanges. Et dans ces échanges-là, évidemment, les premiers partenaires sont évidemment les partenaires les plus à côté, les voisins, les États voisins. On peut avoir des conflits de frontières avec son voisin, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des échanges et des mouvements de population, de fait, qui génèrent des échanges à la fois économiques et commerciaux. Voilà quelques commentaires donc sur cette idée de l'unité de l'Afrique, qui n'est pas aussi évidente que ça. Hein? Sinon, on la rendra, là encore, plus impossible à atteindre. N'importe quelle unité n'est pas bénéfique à l'Afrique. S'il s'agit, par exemple, d'une union, d'une unité de dictateurs, de prédateurs, de putschistes constitutionnels comme militaires. Et c'est ce qu'il y a à craindre, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, justement, du fait même de la nature de cette Union africaine, de l'organisation de l'Union africaine, ce qui s'est passé au dernier sommet de cette Union africaine à Addis Abeba, le 39e sommet, est éloquent. Non seulement des dysfonctionnements, mais des contradictions, deux types de contradictions que moi je souligne et que je n'ai lu nulle part, que je n'ai vu soulever nulle part. Les contradictions dans les propos même des dirigeants de cette union révèlent le problème fondamental de l'idée, lié à l'idée de l'unité africaine, du panafricanisme, si vous voulez. Il ne sert à rien, encore une fois, de dire, oui, mais ce qui fait l'unité des États africains, c'est le panafricanisme. Ben non, mais le panafricanisme lui-même, c'est le panafricanisme de qui? Le panafricanisme des dictateurs ou le panafricanisme des corrompus?
Donc, les contradictions. Deux contradictions. Lors de ce sommet, 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. La première contradiction vient du président sortant de cette Union africaine, le président angolais Joao Lourenço, qui hausse le ton, dit-on, contre les blanchiments des putschs par des élections. Ce qu'il fustige, c'est que des putschistes en finissent par blanchir des actes illégitimes, illégaux, que sont les putschs, les coups d'État, par des élections. Autrement dit, l'élection, organiser des élections n'est pas l'essentiel. Soyons attentifs. Ça veut dire que les élections ne sont pas le plus important dans cette affaire. Ça, c'est le premier élément de la contradiction, consiste à le confronter, ces propos de Joao Lourenço, l'Angolais, à toute latitude, non seulement aux propos du président de la Commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, depuis son élection en 2025, l'année dernière, comme président de la Commission de l'Union européenne. Donc, confrontons les propos de l'Angolais Joao Lourenço. Attention au blanchiment, dit-il, des putschs par des élections. Et ce que soutient, quant à lui, le Djiboutien. Qu'est-ce qu'il dit? Si je me rappelle, c'est... qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez, j'ai des fois des trous de mémoire. Toujours est-il que quand, sous M. Mahmoud Ali Youssouf, lors des élections en Tanzanie du 29 octobre, le Djiboutien a félicité Samia Suluhu, la présidente de Tanzanie, qui venait de massacrer des citoyens tanzaniens. Il a félicité Madame Suluhu Hassan, Samia, juste parce que elle a organisé des élections. Alors même, tenez-vous bien, alors même que les observateurs de l'Union africaine qui y étaient n'ont pas pu faire leur travail, le plus longtemps qu'ils soient restés dans des urnes pour observer, c'était pas plus de 5 minutes, nous dit-on. Et le rapport que les observateurs de l'Union européenne ont remis était de souligner les irrégularités, des bourrages d'urnes, etc. Mais malgré tout, des élections ont eu lieu, n'est-ce pas? Des élections ont eu lieu, et donc il faut féliciter. Il faut féliciter la présidente qui est élue. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe les morts, ce même Youssouf Ali Mahmoud félicite donc la présidente Samia Suluhu pour être élue, tout en invitant, dans un discours, tout en invitant, tenez-vous mieux encore, les Tanzaniens, le peuple tanzanien, à revendiquer ses droits de façon pacifique. De façon pacifique. Alors, on se dit, mais si les élections ne sont pas cette manière pacifique, la seule manière pacifique de revendiquer ses droits, si aller voter, c'est pas pacifique,
C'est pas un coup d'État quand même, c'est pas prendre les armes pour aller renverser Samia Suluhu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre de manière pacifique, en termes de manière pacifique? On croit rêver, n'est-ce pas? Alors vous voyez bien, de mettre en rapport les deux affirmations. Attention au blanchiment des putschs, des coups de force, par des élections. Attention, Joao Lourenço le dit. De l'autre côté, en quelque sorte, en félicitant Samia Suluhu après les massacres des Tanzaniens, qui revendiquaient des élections transparentes, tout simplement justes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On blanchit non pas un putsch, enfin si, c'est une sorte de putsch électoral aussi. Le putsch électoral est blanchi par les félicitations du président de la Commission de l'Union européenne. Contradiction entre Joao Lourenço, le président sortant de l'Union africaine, et le président de la Commission de cette même Union africaine sur les élections, n'est-ce pas? L'un dit ne blanchissez pas, l'autre blanchit. Le Djiboutien blanchit, ce contre quoi met en garde l'Angolais Lourenço. Ça, c'est la première partie de la contradiction. Deuxième partie, depuis cette affirmation toujours de Lourenço, le président angolais, c'est le nouveau président Ndayishimiye, le Burundais. Quand il soutient que l'Union européenne et évidemment l'organisation de l'Union africaine, enfin de l'Ouest africain, la CEDEAO, vont se rapprocher de l'alliance des dictateurs du Sahel, celle que j'appelle l'ADS, l'Alliance des dictateurs du Sahel, pour les aider, ces dictateurs, à combattre le terrorisme, à combattre les djihadistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il le dit, pour qu'ils reviennent à l'ordre constitutionnel. Donc, qu'ils reviennent à l'ordre constitutionnel par quoi? Comment? En organisant des élections, n'est-ce pas? Il faut les aider. C'est des gens qui ont quitté la CEDEAO parce qu'ils étaient soumis à des sanctions, parce qu'ils ne voulaient pas subir ces sanctions. Les dictateurs du Sahel ont quitté la CEDEAO pour ne pas respecter les règles et les sanctions qui leur étaient infligées par l'organisation de la CEDEAO. On va, selon le nouveau président de l'Union africaine, les aider, ces mêmes putschistes, à combattre le terrorisme. Pour les aider, en fait, le but, c'est les aider à revenir à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire aux élections, pour qu'ils organisent des élections. Donc, quelle aide on va leur apporter si ce n'est pas de blanchir leur coup d'État? Premièrement, et si ce n'est pas d'encourager exactement ce que le président angolais Joao Lourenço ne voulait pas qu'on fasse. Qu'on accepte des élections pour blanchir les coups d'État. Vous voyez les contradictions sur trois responsables entre l'ancien président de l'Union africaine et le nouveau président depuis 2025 de la Commission de la même Union africaine. Je ne sais pas ce que j'ai dit, Union africaine, pas européenne. Et puis le nouveau président de la même Union africaine,
il y a bien moult contradictions. Il n'y a rien de cohérent. Donc on va aider des putschistes à combattre le terrorisme pour qu'ils reviennent à l'ordre constitutionnel, donc par des élections, les mêmes élections étant dites par le président angolais être un blanchiment de putsch. L'autre conséquence de cette aide à l'alliance des dictateurs du Sahel, ce serait quoi? Ce serait finalement, alors même qu'on les sanctionne pour avoir fait des putschs, si on les rétablit, si on les blanchit finalement, ça revient aussi à les soustraire, ces putschistes, de la justice de leur pays. Et on le sait de toute façon qu'en Afrique, personne n'a jamais fait de coup d'État, c'est-à-dire violer la loi constitutionnelle sans être inquiété par la justice de son pays. On viole la loi, on commet un crime, ce que j'appelle encore un crime infini, un crime politique infini. On viole la loi de millions de personnes, de tout un peuple, mais on n'est pas inquiété. Donc, le projet du nouveau président, enfin selon sa déclaration, en tout cas, selon moi, sa déclaration au 39e sommet, au dernier sommet de l'Union africaine, vise non seulement à blanchir les putschs, mais à soustraire. Mais ça, il n'est pas le seul. Ça, la CEDEAO aussi le fait, ça, depuis, ne s'en inquiète pas, euh, tout en ayant une charte des droits de l'homme et de la démocratie. Vous voyez, c'est pas ça qui inquiète les États membres de la CEDEAO. Je reviendrai quand je parlerai prochainement de la démocratie, encore une fois. Donc, c'est de soustraire des putschistes à la loi, à la justice de leur pays. Les seuls États, les seuls chefs d'État africains qui ont été jugés, les rares, c'est pas par leur justice, c'est pas par la justice de leur pays. Hein, pour devancer, c'est pas à la CPI, Laurent Gbagbo, etc. Hein, il n'y en a pas, il n'y a pas foule. Mais des chefs d'État, d'anciens chefs d'État qui ont fait des putsch ou qui ont commis des crimes et des délits, comptez-les sur les doigts. Il y a combien qui ont déjà été jugés. Comparons pour devancer encore, comparons, bien qu'on dise que cela n'est pas raison, et bien que tout le monde critique la démocratie dite occidentale, ou des occidentaux, en tout cas en Occident. La démocratie est l'état de droit. Comparons. Un Nicolas Sarkozy a fait de la prison. C'est une affaire qui concerne aussi l'Afrique, Kadhafi, n'est-ce pas? Nicolas Sarkozy a fait quelques jours en prison. Et où il a découvert, d'où il a découvert d'ailleurs que la prison c'était bon. Mais il a fait de la prison. Un prince dans l'affaire Epstein, paraît-il, aujourd'hui, un prince anglais, Andrew, arrêté. Un prince, hein, un prince. Et un président, et des présidents. Nicolas Sarkozy, s'il a fait de la prison, il n'est pas le seul à avoir été inquiété en tant que responsable politique en France par la justice française. Ça, c'est la différence, vous voyez. Non pas pour dire que, évidemment, l'homme étant ce qu'il est, il n'y a rien de parfait dans ce monde. Mais par pitié, quand on ne peut pas mieux faire, il faut la fermer, quoi. Quand on ne peut pas faire mieux que l'autre, il est indécent. Il est indécent de fois de critiquer. C'est de la fuite en avant qui est suicidaire. Donc voilà ce que je voulais faire comme commentaire, bref et à chaud. Donc avant de revenir, avant de revenir,
sur toutes ces questions-là. Donc la prochaine fois, démocratie, ADS, Alliance des dictateurs du Sahel, CEDEAO, Union africaine, donc tout ça, on va essayer d'analyser. Si vous voulez bien, retenez ceci que une chose est sûre, la démocratie n'est pas ce qui fédère les États africains. N'a jamais été. Elle ne l'est pas, elle ne le sera jamais. Le principe fédérateur des États africains. L'idée de l'unité africaine ne repose pas, n'a jamais reposé, pardon, ne reposera jamais sur la démocratie. La démocratie en Afrique n'a jamais été la règle. Je reviendrai, je le montrerai par des exemples sur pratiquement tous les pays africains. La démocratie de l'Afrique post-coloniale, hein, j'entends. La démocratie n'a jamais été la règle en Afrique. Elle a été une exception, une parenthèse. Donc, à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien.